de votre accueil. Effectivement, excusez-moi, je ne parlerai pas très fort parce que je suis fatigué, donc je m'en excuse à l'avance. Effectivement, jamais présidentiel lors de la Ve République n'a été ni autant instable, imprévisible et au fond finalement inquiétante. Jamais présidentielle n'a mesuré un tel écart entre la façon dont les hommes politiques, les observateurs, les journalistes perçoivent la présidentielle, ses modalités, et la façon dont il me semble que les fondamentaux du pays agissent cette présidentielle. Et c'est effectivement la phrase du général de Gaulle « Le peuple demeure le souverain », auquel on peut rajouter la phrase d'Hobbes « Le monarque interprète le spectacle du peuple ». C'est-à-dire qu'au fond, les hommes politiques, les journalistes et l'immense majorité des politologues pensent que ce sont les candidats qui font la présidentielle. Pour avoir travaillé lors de 4 présidentielles pour 16 candidats différents, confidentiellement, de Philippe de Villiers, Parti communiste, j'en profite pour saluer Claude Suquet, qui a dirigé l'institut dans lequel je travaillais. Pour avoir travaillé confidentiellement, donc c'est ma 5e présidentielle, à la dernière j'étais dans les comptes de campagne de François Hollande, j'ai pu voir et comprendre l'écart qu'il y avait entre la façon dont ils se représentaient la présidentielle et au fond ce qu'ils sont devenus. La nécessité pour ceux qui souhaitaient l'emporter, ce qui limite évidemment beaucoup le champ, du fait qu'ils ont dû, pour l'emporter, rentrer dans un creuset faisant que le bas fait le haut. Et donc, il y a une difficulté des hommes politiques, des journalistes, des politologues, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que eux pensent que c'est le haut qui fait le bas. Je reviendrai tout à l'heure sur les raisons profondes liées à l'imaginaire français cartésien qui fait que les Français pensent que le haut fait le bas. Jamais il n'y a eu un tel écart entre le rapport des Français à la politique, qui relie ensemble les Français, et la défiance à l'égard des hommes politiques. Le plus populaire, Emmanuel Macron, ne recueille que 40%. De sorte que, au fil des années, empiriquement, travaillant à partir des données d'opinion, avec des psychosociologues, essayant de comprendre ce qui se passait dans les différentes parties du pays, j'en suis arrivé à l'idée que la présidentielle n'avait pas essentiellement vocation à élire un président de la République, mais à réactiver ce qui nous tient ensemble pour nous approprier le réel, ce que j'appelle l'imaginaire, dont les candidats sont les acteurs, pas les auteurs, les acteurs. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur pourquoi cette présidentielle, précisément, a les caractéristiques inédites qu'elle a. Mais je voudrais auparavant faire retour à, donc, ce qui me semble être les fondamentaux du pays, les fondamentaux de qu'est-ce qu'une présidentielle, comme rite laïque de réactivation de notre imaginaire, qui fait qu'il y a un certain nombre de règles qui touchent à l'inconscient collectif du pays, qui fait que si on pense et si on veut gagner une présidentielle, il y a des passages obligés qui obligent et qui permettent de comprendre aujourd'hui pourquoi certains n'existent pas ou ne vont guère plus exister et d'autres émergent. Alors, je l'ai dit, selon moi, une présidentielle n'a pas vocation essentiellement à élire un président de la République, mais à réactiver l'imaginaire français dont les candidats sont les acteurs au travers d'une dispute commune dont les modalités de scrutin de l'élection du président au suffrage universel direct à 2 tours est
tout à fait adapté à ce que nous sommes. L'imaginaire d'un peuple, François Hollande disait au Bourget, chaque nation a une âme. Dans la réflexion théologico-politique qui date du Moyen-Âge, vous le savez, il y a d'un côté l'esprit et de l'autre le corps. Et l'âme, c'est la façon pérenne qui relie l'esprit et le corps. Si on fait une analogie entre l'individu et les peuples, quelles que soient les périodes historiques, le corps, c'est le corps. C'est-à-dire, Descartes en parle dans les méditations métaphysiques, c'est la façon dont individuellement le corps d'un pays est fait de diversité, de gargouillis, comme disait Descartes. L'esprit, c'est la représentation mentale qu'a le corps pour s'assembler avec les autres. Et au fond, qu'est-ce qu'une communauté humaine ? Comme la plupart des dirigeants politiques en France et de la planète, comme la plupart des sociologues et économistes, pensent que l'économie fait la société, à tort. Ils ont tendance à ramener la question de qu'est-ce qui tient ensemble une communauté humaine au travers de la seule question de la prospérité, de la justice sociale et de la croissance. Il n'en est rien, sinon on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Si les individus s'assemblent pour faire des communautés humaines, si l'homme est différent de l'animal, c'est parce qu'il sait qu'il est mortel. Et que pour faire face au réel, il doit s'assembler avec d'autres et construire des modalités d'articulation entre ses émotions, sa pensée, sa façon de créer, sa façon de travailler, sa façon d'innover, sa façon, j'en profite pour saluer Madame Suzanne Georges, de concevoir le beau, la beauté, l'œuvre d'art, à partir de ces modalités d'assemblement. Et donc, cette façon qu'ont les peuples, chaque peuple différemment, d'avoir un imaginaire qui permet un rapport au réel dans des modalités d'assemblage, sont évidemment spécifiques à chacun des peuples, d'où la formule de François Hollande, chaque nation a une âme. Et j'y rajouterais ce que tu dis, c'est-à-dire que l'âme des peuples est, selon moi, pérenne. Pérenne. C'est-à-dire que les peuples, selon les périodes et les endroits, sont bien différents les uns des autres, mais leurs modalités d'appropriation du réel sont toujours les mêmes. Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que je suis un historien, un anthropologue, un philosophe ou un économiste. C'est parce que je suis un professionnel qui, durant 30 ans, a essayé de comprendre l'articulation entre la représentation des individus, des groupes sociaux, les conduites, les représentations idéologiques, les situations objectives, les évolutions des individus. Comment ils se racontent un rapport au réel, où il faut forcément, a fortiori dans un pays comme le nôtre, distinguer deux choses qui n'ont rien à voir. La réalité telle que les Français se représentent le réel, et le réel, ce qui agit effectivement les individus et les peuples. Et au fond, s'il y a des gens d'études qui essayent de comprendre ce qu'ils font, c'est bien parce que le sujet n'est pas de répéter ce que disent les gens et ce qu'ils veulent, ça n'a aucun intérêt. C'est de comprendre les raisons intimes et profondes qui font que on aime bien Macron, on n'aime pas Hamon, on aime bien Marine Le Pen, les raisons profondes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Si on comprend ce qu'il y a derrière et plutôt en dessous, alors on peut conseiller utilement les gens pour qui on travaille. Alors, évidemment, cet imaginaire, il construit une cohérence totale. Je voyais que je continue à voir François Hollande sans cesse, et je débattais en juillet avec Pascal Lamy.
il pense que l'économie et la technique font les sociétés. Là, je vais parler très concrètement, puisque je travaille essentiellement pour des entreprises et des chefs d'entreprise. Je rappelais à François Hollande qui me disait « l'économie fait la société », croisant mon expérience d'ancien professeur d'économie, qu'il pouvait croire mon expérience de petit patron travaillant pour les grands patrons. Carlos Ghosn a dit « ce qui fait la compétitivité de Renault, c'est son identité ». L'identité, c'est ce qui, au sein d'une entreprise, relie la culture d'entreprise qui procède des métiers et de l'histoire capitalistique ou de services publics des entreprises, le type de management et la portée par le dirigeant d'entreprise et le projet de l'entreprise dans sa façon de se déployer. Une entreprise qui fonctionne de façon harmonieuse entre ces trois dimensions crée de la valeur, comme un territoire attractif et dynamique au plan économique. J'ai travaillé 15 ans pour Ernst & Young sur l'attractivité des territoires. Il y a, selon moi, un esprit des lieux des territoires. Nantes n'est pas Saint-Nazaire, Nancy n'est pas Metz, Lyon n'est pas Grenoble. Et donc, si l'Allemagne est le pays le plus compétitif d'Europe, c'est qu'il y a une cohérence totale entre qu'est-ce que pour un Allemand, un peuple qui se tient au travers d'une capacité à résoudre un défi commun exigeant. Après la chute du nazisme, le transfert de cet imaginaire à la question de l'économie qui préside de leur conception même des bonnes politiques monétaires et budgétaires, exigeantes, et la façon dont ensuite ils vont trouver les modalités politiques et sociales pour se réformer, de sorte que, évidemment, un social-démocrate allemand est beaucoup plus proche d'une conservatrice allemande sur la question de la dette. Bon. J'avais travaillé presque tous les jours avec François Hollande au moment du Grexit, et je lui rappelais, ce que certains d'entre vous savez, c'est que pour les Allemands, c'est le même terme pour dire culpabilité et dette, Schuld. Évidemment, le processus de l'imaginaire allemand est un processus immanent, du bas vers le haut, à partir d'une exigence commune. En Allemagne, la statistique du déficit et de la dette procède donc du bas. En France, la loi dit que c'est l'INSEE qui dit le réel, dont le chiffre vient sanctifier ce qui est. La Grèce, le chiffre, c'est le début de la discussion entre les cités grecques. Et donc, ce n'est pas demain qu'on va transformer des Français en Allemands ou des Grecs en Allemands, parce que ce qu'il y a derrière, la conception même des bonnes politiques économiques dépendent de l'imaginaire des peuples et non pas l'inverse. Tous les prix Nobel ont débarqué en Allemagne pour expliquer à Angela Merkel à quel point ces politiques étaient néfastes, notamment Obama aussi, à quel point la politique de Merkel était néfaste pour l'Europe et le monde. Il n'y a que les Français pour croire que l'économie, c'est affaire de discussion scientifique. Vous pouvez raconter ce que vous voulez aux économistes allemands ou aux Allemands, la dette est la marque d'une faille, alors qu'en France, comme chez nous l'État s'est fait avant la nation, la dette est presque l'inverse, c'est la marque de la puissance de l'État dans son rapport à la nation. Et donc, il y a un problème des économistes et des techniciens, des juristes, pour comprendre même les mécaniques et ce qui dysfonctionne en Europe, parce qu'ils ne pensent pas ensemble les questions culturelles, économiques et politiques. J'avais, il y a 3 mois, interpellé Bill Gates lors d'une tournée à Paris. Je lui demandais comment il expliquait que les peuples soient de plus en plus interdépendants économiquement, financièrement, reliés numériquement et se séparent humainement avec les grands replis que sont le nationalisme, le populisme et le radicalisme religieux, voire le terrorisme islamiste. Eh bien, évidemment, il ne pouvait pas me répondre à cette question, comme Pascal Lamy ou François Hollande, parce qu'ils n'ont pas la grille d'analyse cognitive permettant d'expliquer, et je m'en explique très précisément dans la revue Commentaires à 28 €,
Ah, ça a augmenté, c'était 26. C'était 26. Eh bien, c'est comme ça se mérite. C'est comme ça. Le sujet est évidemment ce qui se passe aujourd'hui, dont la crise française, et je vais revenir sur la France, est l'expression nationale, mais dans les autres pays, qui fait qu'il y a une montée des grands replis, y compris dans des pays prospères, et qui fait que je ne limite pas le grand repli à des questions de nature économique, comme par exemple après la crise des subprimes de 2008 affectant les classes moyennes. La question est beaucoup plus profonde et générale. Il se trouve que la nouveauté de l'histoire actuelle dans l'humanité, c'est que la globalisation économique, financière et numérique sort des gonds de la mondialisation mosaïque de peuples divers culturellement. Donc évidemment, je ne suis pas un gauchiste. Je ne pense pas que la finance est extérieure à nous. La technologie, la finance, pour continuer à, nonobstant la division internationale du travail et la productivité du travail, c'est ce qui permet à nous de tirer des traites sur les générations futures pour continuer à consommer dans une hubris de la consommation. Mais la nouveauté de la période qui fait qu'il se passe l'inverse de ce qu'attendait Montesquieu, d'où mes échanges avec Jean-Claude Casanova sur l'articulation entre libéralisme et néolibéralisme. Selon moi, le néolibéralisme est l'inverse du libéralisme, en ce que les modalités de la globalisation juridique, financière, numérique sortent des gonds de la mondialisation. Quand Montesquieu dit « le commerce entre les nations va pacifier les relations entre les nations », ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu des guerres, des totalitarismes, mais les peuples, même des faits, pouvaient nommer le responsable. L'Allemagne, l'impérialisme, tout ce que vous voulez. La nouveauté de la période actuelle, c'est que le monde semble être embarqué dans des processus parce que les règles juridiques et économiques de la globalisation ne sont plus l'émanation des communautés humaines qui les précédaient, c'est ça le libéralisme, mais elles sont fondées sur un principe d'efficace juridique et économique immédiate. Ce qui fait qu'il arrive toujours un moment où les individus profitent concrètement de la globalisation, mais à un moment se sentent dépossédés de leur destin. Et là, je reviens sur le fait que les humains ne sont pas des vaches. Nous ne mettons pas en communauté humaine pour avoir des sous. Nous nous mettons en communauté, si on peut avoir des sous, très bien, mais on se met en communauté humaine d'abord pour s'approprier collectivement le réel, maîtriser notre destin, avoir le sentiment qu'on tient ensemble le juste, le bon et l'efficace. Si on retire l'efficace de l'imaginaire d'un peuple au nom d'un marxisme ou d'un libéralisme vulgaire, du principe ricardien ou de tout ce que vous voulez qui a existé également dans l'Empire soviétique, c'est l'idée que le gouvernement des choses ferait le gouvernement des hommes. Non, le gouvernement des choses ne fait pas le gouvernement des hommes. C'est le gouvernement des hommes qui fait le gouvernement des choses, et quand il y a hiatus, comme aujourd'hui, dans la globalisation, qui se sépare de la mondialisation, alors c'est les grands replis dans les patries mêmes du libéralisme que sont les États-Unis, l'Angleterre, c'est-à-dire que la modalité de l'imaginaire occidental a absolument déployé la globalisation dans toutes les parties du monde, y compris les parties du monde qui n'ont pas du tout l'imaginaire occidental, mais dans une sorte d'emballement qui fait que le Japon, l'Inde, enfin toutes les parties du monde se replient sur elles en ce moment. Que pour la première fois, le commerce international régresse par rapport à la production mondiale, qui fait que les dépenses d'armement n'ont jamais été aussi importantes dans le monde. Donc vous comprenez que ma grille d'analyse, c'est que c'est le bas qui fait le haut.
Hein. Ce n'est pas les médias, Internet et tout qui ont fait Trump, hein. C'est une blague. Bon. Et c'est une blague qui fait qu'en juillet sur BFM, je disais que selon moi, Trump allait gagner la présidentielle. Parce que ce n'était pas une affaire d'habiteurs entre Trump et Clinton. Il n'y a pas de mimétisme entre les peuples, entre le Brexit, Trump, Marine Le Pen en France, la montée des nationalismes et populismes. Il y a tous les pays qui sont agis par le bas, par les mêmes types de mécaniques dont vous avez compris que, selon moi, contre l'imaginaire français, je pense que c'est le bas qui fait le haut. Alors, justement, attaquons l'imaginaire français. La France est le pays le plus déprimé au monde, alors même que la situation économique et sociale des Français, quoique dégradée, est absolument enviable quand vous regardez la situation des salariés allemands, pays le plus compétitif, quand vous regardez la situation des salariés anglais. Et je ne parle pas de la Grèce, du Portugal. Bon. Donc la dépression française n'a pas, selon moi, des raisons essentiellement économiques et sociales, hein, telles que les Français se le racontent, mais des raisons culturelles. Justement parce que depuis des siècles, l'imaginaire français procède toujours de la même façon, que je résumerai de la façon suivante. C'est parce que la France n'a pas d'origine que pour se constituer peu à peu, elle a dû penser le réel par écart au réel. Et cette façon de penser, d'innover, évidemment on engendre Descartes, mais on pense que la raison fait le réel. On se défie de l'expérience, on se défie des émotions, on se défie du singulier pour aller tout de suite à l'universel, à l'abstrait. Donc, c'est parce que le corps de la France est, dès le départ, divers, que pour se constituer en France, le monarque, contre les féodaux, a dû construire une extériorité pour établir un lien direct avec les Français contre les féodaux. Ça a pris plusieurs siècles, mais ça fait que ça a commencé au fond dès la mort de Charlemagne, sur le fait que pour celui qui était dans la partie française, le spirituel et le temporel devaient être portés par le même monarque. Bon. Mais ensuite, ça fait le fait que la France est considérée comme la fille aînée de l'Église. Ça fait qu'alors que les élites étaient prêtes à basculer dans le protestantisme, il y a une alliance du peuple de Paris, la Ligue des catholiques, avec les Médicis pour oxyre les protestants à la Sainte-Barthélemy, puisque ceux-là prétendaient établir un lien direct avec Dieu, non médié par une hiérarchie catholique qui tenait ensemble la France. Ça fait qu'évidemment, les jésuites l'ont emporté sur les jansénistes. J'ai été formé par les jésuites. Il n'y a plus guère de jansénistes. Et donc, ça fait que la République n'est pas une simple démocratie. J'entendais Hamon expliquer qu'il continuait à se battre parce qu'il défendait l'idée qui se fait de la démocratie et de la parole donnée de Manuel Valls. C'est très bien, mais on est en République. On n'est pas une simple démocratie. Et donc on ne conduit pas une campagne présidentielle comme une campagne législative. On ne se définit pas de façon relative par rapport aux autres, mais de façon absolue. Donc la mécompréhension de ce qu'est la France, la mécompréhension de ce qu'est le rite présidentiel, vient de l'idée que ce sont les états-majors qui font la France, que c'est le clivage gauche-droite qui ferait la France, alors que selon moi, c'est la France qui fait le clivage gauche-droite. Bref, en un mot, pour tenir ensemble, les Français ont dû produire un imaginaire qui fait que nous voyons le réel, et j'ai vu pendant 10-15 ans le réel ainsi, nous voyons le réel comme procédant du haut, alors que je suis d'accord avec Hobbes et le général de Gaulle, le monarque
et les candidats interprètent la pièce, le spectacle du peuple, où c'est le peuple qui est souverain. La question de la souveraineté du peuple est évidemment décisive dans la question de 89, Varennes, la façon dont ensuite Napoléon Bonaparte, qui disait « je suis de tempérament monarchiste et d'esprit républicain », synthétisait bien notre dispute commune. Au fond, l'État s'est fait chez nous avant la nation. Donc, quand Louis XIV dit « l'État c'est moi », il tient ensemble la dimension spirituelle et temporelle des deux. Mais les deux travaillent ensemble, et tout mon travail en vain aura essayé de faire comprendre à François Hollande que la présidence normale ne correspondait en rien avec ce qu'est la France. Et tout ce qui en aura découlé ensuite aura amené à son propre renoncement et à l'arrivée de Macron et de Marine Le Pen au second tour. Je vais en parler tout à l'heure. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est la différence entre ce qui agit les peuples dans leur inconscient et la façon dont ceux qui en sont les représentants ou les analystes se représentent les choses. Un jour, j'ai dit à François Hollande, tu es comme tous les Français, tu es cartésien, tu penses que l'esprit est séparé du corps, que l'esprit fait le corps, que l'extérieur fait l'intérieur. Ce qui agit les peuples, c'est plutôt spinoziste. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre l'esprit. Il n'y a pas d'un côté les émotions et de l'autre la raison. Et s'il fallait choisir, c'est plutôt le corps qui se donne un esprit pour tenir ensemble, et non pas l'inverse. Alors il y a un peu ça chez Descartes dans les méditations métaphysiques par rapport au discours de la méthode. Bon. Alors, la France est la plus déprimée au monde, avec 2-3 pays, en tout cas en Europe c'est clair, parce que les Français ont toujours besoin de se projeter, de se projeter. Dans l'espace, les croisades, les guerres napoléoniennes, les colonies, et l'Europe comme la France en grand. Le temps, l'idée de progrès central, dès les Lumières, le 19e, et encore maintenant. Ce qui fait que le progrès, ce n'est pas l'innovation. L'échange avec Emmanuel Macron là-dessus. Le progrès, ce n'est pas l'innovation. L'innovation, c'est un mouvement en marche qui procède de sa propre dynamique. Le progrès, c'est une construction mentale, Hayek disait constructiviste, de l'idée où on va. On ne dit pas seulement en marche, on dit aussi où on va. Troisième modalité pour se projeter et faire tenir ensemble les Français dans leur rapport au réel, c'est l'incarnation ou le projet politique. Eh bien, ces trois moteurs sont en panne. L'Europe n'est plus momentanément vécue par les Français comme la France en grand. Ils demeurent pro-européens, mais pour eux, les politiques de Bruxelles sont le contraire de ce qu'ils imaginent devoir être l'Europe. De sorte que lors du traité constitutionnel européen, dans les électorats, pas les hommes politiques, la différence entre ceux qui étaient pour le oui et le non ne portait pas sur est-ce qu'il faut une Europe, 65% des Français le soir même disaient qu'ils voulaient une nouvelle constitution européenne, mais sur l'analyse de l'Europe réelle, pas l'Europe idéale, Bruxelles. C'est pour ça que c'est Bolkestein qui a fait virer rapidement, et nous étions à CSA avec Claude, les premiers à avoir compris, parce que nous faisions des études qualitatives pour Claude Chirac, François Hollande et le Parti communiste, nous avions compris ce qu'il y avait dans nos chiffres après la directive Bolkestein. Donc on a pris un très grand risque sur la réputation de CSA, mais nous avions eu raison contre nombre de confrères et de politologues. Donc ce qui se passe là, c'est que la France ne peut plus se projeter dans l'espace. Elle le fait. Lorsque je demande à François Hollande pourquoi à Bamako, il a dit « c'est le plus beau jour de ma vie politique » en étant allé au Mali. Bon, il n'y a que les Américains et les Français qui pensent qu'on a un truc à foutre au Mali, n'est-ce pas? Les Français ne savent pas où est le Mali, j'imagine que c'est à peu près l'Afrique, ne savent pas la différence entre des Touaregs et des islamistes, ils peuvent penser qu'en période de crise, on a autre chose à faire que dépenser de l'argent dans des aventures,
Eh bien, si François Hollande a dit que c'était le plus beau jour de sa vie politique, ai-je hasardé comme explication, c'est que pour une fois dans sa vie, il a pris une décision spontanément. Et donc il a été de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'il y avait urgence, et 75% des Français l'ont soutenu. Donc ce n'est pas le Mali qui fait l'union nationale, c'est le besoin projectif d'union nationale qui fait la décision même d'aller au Mali et momentanément la rencontre de François Hollande et du pays. Mais après ça, le mécano reprend la main et demeure ce qu'il est, c'est-à-dire une sorte de médiateur qui va faire au mieux par rapport à des contraintes qui pèsent sur lui, comme il nous l'expliquera dans le bouquin de 2 journalistes du Monde, en ouvrant ses entrailles aux Français, alors que les Français l'ont élu justement pour que lui résolve les entrailles des Français et ne renvoie pas aux Français la charge de ses propres problèmes. Et donc, du coup, cette projection dans l'espace est quelque chose de décisif. La projection dans le temps, on l'a vu lors des mouvements de 95, où CSA travaillait aussi beaucoup pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi 2 Français sur 3 soutenaient les mouvements sociaux. Parce que le basculement de ce que les économistes appellent du capitalisme managérial au capitalisme patrimonial financier fait que les individus ne comprennent plus les cohérences qui devraient construire leur avenir. La classe ouvrière, dès la fin des années 70, début des années 80, avec les plans d'Avignon et tout, avait été impactée. Mais il y avait encore l'illusion dans le pays que c'était le prix à payer pour la modernisation de l'appareil productif. C'était ce que portait Laurent Fabius à l'époque. Bon. Au milieu des années 90, ce sont les classes moyennes qui basculent parce que leur expérience intime de travail dans les boîtes, notamment les grandes boîtes, fait qu'ils voient qu'il y a une déconnexion entre leur mobilité sociale et professionnelle et leur engagement dans l'entreprise. Le contrat implicite est rompu. Contrat implicite, c'est pas seulement un contrat de travail tel que les juristes le voient. C'est au fond, on entre quelque part et on n'a pas tous les jours l'œil rivé sur c'est quoi mon contrat de travail, combien je gagne et tout. C'est un implicite dans un truc. Bon, alors à partir du capitalisme financier qui semble prévaloir dans le monde et dicter sa loi chez nous, dans les délocalisations, licenciements, dans les groupes qui génèrent du profit, les Français ne peuvent plus se projeter dans l'idée que demain serait meilleur. Et donc, du coup, les Français retournent à la République, à la nation et à la citoyenneté au milieu des années 90 comme parapluie, rempart face à la déferlante des marchés financiers. C'est-à-dire que chez les intellectuels, c'est très intéressant de voir ce qui se passe, je parlais de Marcel Gauchet tout à l'heure, ou de Rosan Vallon, c'est-à-dire que l'ancien principe qui faisait une équivalence entre lutte contre le totalitarisme, démocratie, marché, avec la chute du mur de Berlin, avec le passage du capitalisme financier managérial au capitalisme financier, remet en cause le contrat implicite européen entre la prospérité pour le plus grand nombre et contre la paix sociale face à l'ennemi de l'Est. Et ces mécaniques qui vont être ensuite nourries par des révolutions technologiques, des révolutions financières, le numérique, bon, tout ça va entraîner une dynamique du monde qui fait que les Français ont le sentiment qu'ils n'arrivent plus à comprendre les logiques, les cohérences antérieures. Bon. Et puis, il y a la projection possible dans une incarnation ou un projet politique. Et là, évidemment, il y a un problème culturel, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la crise européenne. C'est que la France est le pays de la projection et du pourquoi, de la politique en un mot. C'est-à-dire que ce qui assemble les Français entre eux, c'est la politique, ce que je vous disais tout à l'heure. La dépression française vient qu'on ne peut pas se passer de la politique. Et pourtant, cette politique nous déçoit terriblement. C'est comme dans un couple, l'un est amoureux de l'autre, il ne peut pas s'en passer. S'il pouvait s'en passer, tout irait bien. Regardez les Anglais, ils sont merveilleux.
c'est une première ministre anti-Brexit qui est chargée de négocier des choses. Bon, n'est-ce pas? Les Allemands, l'Allemagne, elle tiendrait toute seule, mais il y a le souvenir du nazisme. Et ça fait un blocage dans le rapport à l'avenir dans l'imaginaire allemand. Bon. La France, elle, c'est le pays du surmoi. Les Français vivent au travers du regard des autres. Malraux disait « L'Angleterre n'est jamais aussi grande que quand elle est seule, alors que les Français, nous avons toujours besoin d'embrasser le monde. » Et il disait « Les croisades avant les guerres napoléoniennes. » Donc il faut comprendre que comme chez nous, l'État s'est fait avant la nation, nous sommes le pays du surmoi. On peut faire une analyse, une analogie avec la psychanalyse. Hein. La France fonctionne au pourquoi, l'Allemagne fonctionne au comment, et l'Angleterre fonctionne au combien. Et donc derrière tout ça, ça modèle des types de philosophie, des types de rapports au monde. L'illusion même de Reagan et Thatcher, puis ensuite de Fukuyama, que finalement on pourrait déployer partout dans le monde ce que l'on est, avec une conception évidemment occidentale des choses. Et je conseille à ceux qui n'ont pas vu le film d'aller voir le dernier Martin Scorsese, qui de ce point de vue-là est remarquable. Donc, quel est notre problème? C'est que la France du pourquoi et de la projection est enclavée dans l'Europe du comment, des procédures, et ça nourrit notre dépression. Quand Macron est arrivé à Bercy, j'ai passé 2 heures avec lui, on se connaît depuis un certain temps pour des raisons politiques anciennes, et comme c'est vous le savez, un connaisseur de Ricoeur, j'ai discuté avec lui, et je lui ai dit, on se tutoie, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que tu es schizophrène? Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit, tu te souviens que Ricoeur utilise la notion de sublimation chez Freud, en francisant la sublimation, interprétation avec lesquelles les Freudiens ne sont pas d'accord. Hein, mais grosso modo, ça voulait dire, pour Paul Ricoeur, dont Macron avait été l'assistant un temps, qu'au fond, les peuples ou les individus sortent des interdits qu'ils portent chez eux par un dépensement par le haut. Et les Freudiens, enfin je connais rien, je ne suis pas psychanalyste, disent non, c'est pas exactement ça, mais peu importe. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que les Français, ils doivent se projeter dans l'espace et le temps. Alors il me dit, pourquoi tu me dis ça? Mais je lui dis, mais parce que tu es à Bercy. Or Bercy, pendant ces dernières années, construit sa légitimité au sommet de l'État en disant, nous sommes comptables de la parole de la France à Bruxelles sur le respect des déficits. Donc je dis, ça allait très bien, tant que pour les Français, l'Europe était la France en grand. Mais ce n'est plus le cas. Et donc il y a une contradiction intime entre la façon de procéder des Français projective et ce que représente Bercy au sommet de l'État, qui fait peu à peu en cascade ruisseler l'idée que l'extérieur dicterait ce que nous sommes et que la France devrait choisir entre son modèle social et républicain, son identité et sa survie dans le monde tel qu'il est. Alors je lui dis, à la fin, je lui dis, mais alors, t'es Ricoeur ou t'es Bercy? Il me dit, je suis Ricoeur. Sans doute pensait-il que c'était ma préférence aussi. Et donc je lui dis, bon courage à Bercy. De sorte que quand il quitte Bercy, j'y reviendrai, il se passe un phénomène jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Il libère l'énergie enfouie d'un pays dépressif, parce que la dépression ne veut pas dire l'absence d'énergie. La dépression veut dire énergie contrariée. Et donc le seul fait qu'il quitte Bercy en disant « c'est pas vous le problème, vous êtes merveilleux, le problème c'est le système politique, je sais, j'en viens », et là, il y a évidemment un mouvement. Je reviendrai après sur les séquences, ce qu'a voulu dire selon moi le renoncement de François Hollande, mais ça illustre. Bon, vous comprenez bien donc que mon travail, c'est évidemment de m'intéresser à Macron, ce qu'il pense et sa vision des choses, mais ce qui m'intéresse, c'est bien sûr pourquoi Macron fait ça, c'est intéressant, bon,
on avait parlé de Péguy, de Jaurès, de Jeanne d'Arc, certes. Bon, et ensuite, pendant la campagne, il dit qu'il n'y a pas de culture française, donc ces questions m'intéressent, hein, sur la grande complexité d'Emmanuel Macron et sa culture quand même. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi le pays, hein, parce que quand il quitte Bercy, il ne dit pas qu'il va à la présidentielle parce qu'au fond, il attend ce que va faire Hollande. Il ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, contrairement à Valls. Bon, excusez-moi, je rentre dans les choses un peu triviales, tactiques, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la nécessité des Français de se projeter dans une vision, dans une incarnation, est tout à fait décisive, surtout si le monde extérieur et l'avenir semblent déstabilisants. C'est le chancelier allemand Helmut Schmidt, qui était un ami de la France, qui disait « Quand je vois un Français, il me parle toujours de vision. Quand moi j'ai quand j'ai des problèmes de vision, je vais voir un ophtalmo. » Et oui, l'Allemand n'a pas besoin du tout de vision. Lui, il part, tout au contraire, on le voit. J'ai travaillé pour 2 multinationales. Le management à l'allemande, c'est on fait un plan d'expérience et ensuite on dit où on va. C'est comme ça qu'on assemble les travailleurs allemands. Les travailleurs français, il faut que ce soit le patron qui dise voilà où on va et ensuite on assemble la diversité. Ça veut dire un rapport. Hein. Les entreprises françaises sont les 2e en termes d'innovation dans le monde. Il y a 17 patrons français qui dirigent des multinationales étrangères. Donc il y a un génie français. Et nos amis étrangers voient mieux le génie français que nous-mêmes. J'ai co-réalisé il y a 3 ans avec HEC, Ernst & Young, W et compagnie, Havas International, une grande étude auprès des leaders économiques et d'opinion dans le monde, pour essayer de comprendre la façon dont ils voient les pays au travers de l'objet de mon enseignement sur le capital immatériel. Hein. Qu'est-ce que le capital immatériel des pays, des marques pays, des entreprises? Non, je ne vous ennuie pas avec ça, mais dans l'étude, les 2/3 des leaders économiques et d'opinion dans le monde pensent que la France peut tirer parti positivement de la mondialisation parce qu'ils comprennent qui nous sommes, et nous ne comprenons pas qui nous sommes, de sorte que les 2/3, dans la même étude, des leaders économiques et d'opinion dans le monde pensent que la France ne va pas tirer parti positivement de la mondialisation. Donc il y a une modalité culturelle d'intériorisation, de victimisation, qui part de la difficulté qu'ont les Français de reconnaître les singularités culturelles des peuples, parce que nous sommes dans le surmoi, et comme moi je travaille sur justement les différences culturelles entre les peuples, je vois bien que mes amis universitaires, qui sont évidemment des cartésiens, des gens de raison, me voient comme un drôle de personnage, voire un peu louche, culturaliste, si ce n'est raciste, parce que les Français confondent l'égalité et la similarité. Et donc la modalité de cet imaginaire français fait ça. Alors où en sommes-nous aujourd'hui pour attaquer la présidentielle? Après un petit détour, mais nécessaire, sinon je pense qu'on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe que Nicolas Sarkozy, pour qui j'ai travaillé en 2006-2007, faisait les discours de Guénaud, mais tout dans sa façon d'être et de faire semblait montrer une défiance à l'égard des Français. Il semblait leur dire que pour survivre dans le monde tel qu'il est, il fallait séparer le bon grain de l'ivraie. Les vrais travailleurs des assistés, l'immigré choisi par rapport à l'immigré subi, le jeune qui se lève tôt pour aller travailler, et puis la caillera qui est contre les palissades, de sorte que, c'est normal, sa psychologie de sauveur avait besoin de construire l'idée qu'il y aurait un péril, mais que malheureusement, il ne pourrait pas maintenir en l'état tous les éléments du modèle social, même s'il tenait les discours de Guénaud au départ. Ce qui fait qu'ensuite, il est passé de Guénaud à Buisson. Honnêtement, lui-même ne voit pas trop la différence entre Guénaud et Buisson, mais c'est le processus, j'ai bien suivi ça, parce que je connais bien l'un et l'autre, c'est le processus qui a été choisi. Et si François Hollande a gagné la présidentielle de 2012, je lui rappelle, parce qu'il a tendance à l'oublier, c'est pas du tout parce qu'il a dit « mon ennemi c'est la finance », sinon c'est Aubry ou Montebourg qui l'aurait emporté.
mais il a commencé à monter dans les sondages avant l'affaire new-yorkaise de DSK, parce que serein et réaliste, il semblait, après l'expérience Nicolas Sarkozy, semble dire qu'on pouvait peut-être préserver notre modèle social sans forcément périr. Son réalisme, le fait de partir du réel, pas du futur désirable, du réel, aujourd'hui, ici et maintenant. Le fait de partir du réel est un gage qu'on n'est pas en train de se transformer en poète. Bon. Et en même temps, sa sérénité semblait dire qu'il était capable de le faire. Une fois élu, il renonce à porter une cohérence. Je ne parle pas de ses politiques, on pourrait parler de ce qu'il a fait et tout. Bon. Mais je ne parle pas non plus des écarts entre ce que les militants de gauche se sont racontés sur la présidentielle de 2012 et la réalité du pays. Bon, on pourrait y passer des heures aussi. Mais en tout cas, c'est la façon dont moi j'interprète les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la présidence normale, l'idée même de penser qu'un président de la République pourrait se présenter à une primaire entre socialistes avec des Benamias, enfin, j'ai rien. Je connais Benamias, il est très gentil, et je le connais depuis 40 ans, donc tout va bien. Mais l'idée qu'un président sortant puisse se présenter devant une primaire, il n'y a que des socialistes pour penser que ce n'est pas une affaire qui, de facto, tue un président de la République, parce qu'il a été élu sur la question de la verticalité, et son renoncement, j'ai suffisamment discuté de ça avec lui, il se raconte que ce sont les socialistes qui l'ont empêché d'y aller. J'ai dit non, François, tu n'as pas cultivé ton lien direct avec les Français, de sorte que les socialistes n'ont pas été tenus par le bas. On est toujours dans le même débat, immanence ou transcendance. C'est parce que tu n'as pas voulu ostensiblement faire récit au pays de ce qu'était la France, là où tu voulais l'amener, ce qu'était l'Europe, pourquoi le monde était en crise, que tu es apparu comme une sorte de type intelligent, honnête, et essayant de faire au mieux, mais quelqu'un de l'ordre, voilà, de la présidence normale. Donc évidemment, tous d'élite, et le soutien ce matin de Manuel Valls à Emmanuel Macron avant même le premier tour est sans doute la fin du parti d'Épinay, selon moi. Mais parce que ce n'est selon moi que l'effet de la responsabilité terrible de François Hollande, parce que quand il décide de ne pas se représenter, nous sommes tous focalisés sur il n'a pas été bon, ça ne va pas avec les Français. Non, c'est pas ça le sujet essentiel. C'est qu'en ne se représentant pas, il dit au pays que décidément, il a un problème avec le sommet de l'État et que la nation française a décidément un problème avec le monde, dans son renoncement même à s'indexer sur la symbolique de la présidence pour considérer normal d'y aller. Et c'est là où, allant à la primaire, il rabaisse la dimension symbolique de la fonction plutôt que d'en faire un atout. Mitterrand n'aurait évidemment, il ne serait pas passé, il aurait au contraire, il serait allé à Chartres avec les Français, il aurait mis absolument de côté les socialistes qui auraient fait écran, et c'est comme ça qu'il a emporté en 88, pour ceux qui ont un peu de mémoire. Donc voilà, on est dans la conception, une représentation absolument opposée à Jospin 2002, législative 86, au secours, la droite revient. Et du coup, évidemment, j'en ai parlé, peu à peu, il y a une dynamique Marine Le Pen qui se construit, qui l'amène, pour aller au pouvoir, à se distinguer de son père sur la question du rapport à la République, en donnant évidemment son propre contenu, elle vise toujours un peu les mêmes, y compris sur la laïcité, mais ce que j'essaie de faire comprendre pour qui s'intéresse à l'extrême droite depuis les années 70 sur qu'était la tribu Le Pen par rapport aux autres types de familles de l'extrême droite, s'ils avaient quelque chose dans leur ADN, c'était deux choses. On ne passe pas alliance avec la droite et nous sommes contre la République, ou en tout cas la forme qu'elle a actuellement. Et la ligne Philippot
peu à peu, Philippot essaye de transformer le Front National en RPF. Il y a des débats très durs au sein du Front National, c'est sans doute le seul endroit où on débat un peu sérieusement des questions de fond. Il y a des débats très durs à l'intérieur du Front National qui ne sont que l'expression de tout un espace qui s'est dégagé après les échecs de Sarkozy et d'Hollande. Si on en croit les sondages, au deuxième tour, ce serait Macron-Le Pen. Donc. Rien n'est fait. Claude, c'est là où j'ai besoin de ton soutien. Claude était ma patronne dans les sondages. Vous inquiétez pas du fait de savoir si les sondages vont dire ce qui va se passer. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est les grilles d'analyse et la capacité, au travers des sondages, de comprendre ce qui se passe. Effectivement, tu as raison, jamais on n'a vu une telle indécision. En même temps, on peut penser que les gens vont se précipiter aux urnes. Une telle partition. Oui. Alors, justement, sur la partition, quand je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le clivage gauche-droite qui fait la France, mais c'est la France qui fait le clivage gauche-droite. C'est évidemment une analyse historique et anthropologique, mais qui part d'observations concrètes. Parce que, encore une fois, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un historien. Hein, je pars de choses concrètes, immédiates, que je dois résoudre pour mes clients. Et pour les résoudre, je dois un peu m'interroger sur comment fonctionnent les groupes sociaux et la France. Bon. Alors, je crois la chose suivante, c'est que si Fillon et Hamon, Mélenchon, d'un certain point de vue, même s'ils progressent, sont quand même derrière Macron et Marine Le Pen, c'est parce que le clivage gauche-droite est de nature sociale. Or, Macron et Marine Le Pen, c'est un autre clivage, essentiellement. C'est un clivage de nature nationale et existentielle. Au fond, Emmanuel Macron dit aux Français, on peut survivre, il faut s'appuyer sur nos atouts, n'ayons pas peur, allons-y. Et Marine Le Pen dit, non, d'abord, c'est à nous de décider en tout de notre destin, ni aux étrangers, ni à l'étranger. Et là, évidemment, il y a des personnes qui ont un capital culturel et économique qui peuvent entendre différemment les choses. Hein, ce qui fait l'inquiétude que l'on peut avoir quand même. Le plus probable serait qu'Emmanuel Macron l'emporte. Mais je ne vous cache pas mon inquiétude, notamment dans la période d'entre-deux tours, parce que, au fond, je comprends que pour l'heure, Emmanuel Macron se définit plus par rapport aux autres que par rapport à là où il veut amener le pays, même si c'est très important ce qu'il dit. Et c'est l'essentiel de sa force et de son intelligence, qui est de dire les autres disent que c'est vous le problème. Non, le problème, c'est pas vous. Vous avez un génie, les jeunes créateurs, chefs d'entreprise, les start-upers, les salariés, les paysans, tout. Bon. Mais voilà, on n'est pas un pays anglo-saxon, on n'est pas des protestants. On ne se définit pas par rapport aux autres. On se définit par rapport à soi. Et vous avez vu le problème du premier débat, c'est qu'il a dit 4-5 fois, d'ailleurs, Marine Le Pen l'a tout de suite retoqué, mais vous vous définissez par rapport aux autres, vous ne dites pas vous ce que vous voulez faire. Bon. Et donc derrière ça, il pense sans doute tenir ensemble, d'un côté son charisme, son intelligence, son incarnation, et de l'autre un programme fait par Jean Pisani-Ferry. Enfin, non, pas fait par Jean, concocté par un économiste de talent qui s'appelle Jean Pisani-Ferry. Mais entre les deux demeure le problème existentiel des Français, qui est la question de la France. Et je ne vous cache pas que j'ai été un peu inquiet quand il a dit qu'il n'y a pas de culture française. Il sait qu'il y a une culture française. Pourquoi le dit-il pas? Bon. La deuxième chose de mon inquiétude, c'est que je pense qu'il ne peut pas y avoir de redressement français sans renaissance européenne. Je crois que si l'Europe décline depuis 15 ans
et que partout monte le nationalisme, le populisme et le radicalisme religieux, islamiste, c'est parce que les politiques européennes ne sont pas adaptées au génie européen. Le génie européen, depuis Mare Nostrum, avant même l'empire romano-chrétien, c'est quoi? D'où vient le génie européen ou le génie occidental, qui le distingue radicalement de la façon dont l'Orient ou l'Afrique se représentent réels? Il vient de ce qu'au sein de Mare Nostrum, dans un espace géographique limité, une myriade de peuples divers culturellement sont en relation, se copient, essayent de se surpasser, essayent de contraindre l'autre, mais que pour ne pas sans cesse guerroyer entre eux, y compris les façons de guerroyer procèdent des imaginaires. Il y a une grande géostratège des questions militaires qui vient de sortir un bouquin très intéressant sur comment les façons de concevoir la guerre procèdent culturellement des imaginaires. Bon, c'est le sujet de Clausewitz. Les Allemands qui avaient des académies militaires qu'ils pensaient être les meilleures du monde se prenaient pâté sur pâté par Napoléon Bonaparte, qui avait un accent à couper au couteau corse, une sorte de petit général qui foulait tel à branler à chaque fois aux Prussiens. Et derrière, c'est l'armée, c'est la grande armée. C'est la grande armée. C'est ce que disait Marx sur pourquoi donc les 400 000 vont avec l'empereur jusqu'à Moscou. Ils reviennent, je crois, 50 000, je passe au contrôle des historiens. Et la grande intelligence de Marx, le premier, pas le second, il dit, bon, c'est pas seulement qu'ils voulaient apporter à toute l'Europe le droit de propriété qu'ils avaient acquis lors de la Révolution française, c'est qu'ils avaient acquis le droit de propriété, mais la bourgeoisie avait supprimé le droit d'aînesse au nom de l'égalité. Vous voyez donc que l'égalité des conditions dans l'imaginaire français qui est précédée de Marivaux, de Corneille, de Rabelais, j'en parlerai à François Hollande, sur les attentats du 11 décembre. J'ai dit non, les Français n'ont pas défendu la liberté d'expression. Ils ont défendu une droite caricature qui, depuis Rabelais, tient ensemble dans la grande farce l'égalité des conditions. Et donc il y a une continuité entre Rabelais, Marivaux, Corneille, Molière. Bon. Mais pour ça, évidemment, il faut s'intéresser au théâtre, à la poésie, il faut lire des romans, ce qui n'est pas l'apanage de nos dirigeants actuels qui lisent des traités d'économie et des livres de sous-sociologie. Donc ce que disait Marx, je termine, ce que disait Marx, c'est comme ce sont des paysans parcellaires, ils n'échangent pas ensemble sur un marché agricole. Ils sont dans l'autosubsistance. De sorte que ce sont des patates, parlant des paysans français, dans un sac de patates dont l'empereur tient la anse. Voilà la grande intelligence de Marx qui, dans son séjour parisien, devant s'affronter à la question de Napoléon III et de la guerre civile en France, trouve et tient ensemble, ramassées dans une formule, les questions culturelles, économiques et politiques. Eh bien, ça, depuis des siècles, c'est la France. Et donc, le problème que nous avons maintenant, c'est qu'il ne peut pas y avoir de redressement français si les politiques européennes ne sont pas adaptées au génie européen qui a toujours été, depuis des siècles, Mare Nostrum, de faire du divers culturellement des projets communs. Il se passe au contraire, les politiques de libre-échange et de libre concurrence et les politiques monétaires et budgétaires uniques prétendent rapprocher des peuples alors qu'ils sont divers culturellement. Et donc il se passe le contraire de ce que l'imaginaire français et allemand ont produit comme illusion, avec la montée des nationalismes et des populismes, y compris dans les pays du Nord, y compris des pays prospères. Voilà. Bon, mais pour ça, le vrai sujet, c'est l'Allemagne.
Et pour parler à nos amis allemands, il ne faut pas se contenter de dire, comme l'a dit Emmanuel Macron, que pour convaincre les Allemands, il faut leur donner des gages. Quand dans un couple, quelque chose dysfonctionne, donner des gages à celui qui donne le là, c'est entretenir la peine. Et donc le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est bien savoir parler aux Allemands à partir de l'imaginaire allemand pour entraîner un déblocage chez eux dans leur rapport au passé et le rapport à l'avenir. Au lieu de ça, Merkel, au moment du Grexit, voyant la droite nationaliste monter, a cru à tort qu'elle pouvait cranter l'Allemagne dans la démocratie en prenant une décision unilatérale de faire venir les immigrés pour cranter. C'était ça son inquiétude, hein. C'est mes échanges avec François Hollande. Or, le problème, c'est que justement, elle a fait une grave erreur. C'est que les Allemands, comme les peuples d'Europe centrale, s'ils se font des défis entre eux, c'est eux qui les choisissent, pas l'extérieur. Sinon, c'est le bouc émissaire. Hein. Bon. Donc, vous voyez, moi, je tiens ensemble les questions françaises, de la dépression française, comment y répondre. Est-ce que cette présidentielle, au travers de son rythme, va permettre de débloquer, et la question de la crise, de la très grave crise européenne, parce que l'Europe étant petit, le laboratoire du monde, où la gouvernance des choses prévaut sur le gouvernement des hommes, hein, et les modalités économiques devraient ou prétendraient rapprocher humainement et culturellement les peuples, alors qu'il se passe exactement le contraire. Voilà, merci de votre attention. Merci Stéphane. Je vais vous passer la parole. Je pense que vous avez un certain nombre de questions. Je trouve que l'une des remarques que tu as faites à la fin, faire avec du divers des choses communes, c'est effectivement un point important. Il me souvient, lorsque je travaillais sur des questions européennes dans les années 90, c'était effectivement l'un des mots d'ordre au niveau européen de pas mal de dirigeants et de politiques. Il semble qu'ils aient perdu ce point de vue en marchant, si je puis dire les choses ainsi. Une deuxième chose que je dirais sur l'analyse de Marx à propos des pommes de terre et des sacs de patates, c'est à la fois une remarque qui est sans doute assez juste, mais qui a été beaucoup discutée. Et alors moi qui suis agronome, spécialiste des questions paysannes en France et en Europe, c'est une façon aussi qu'avait Marx de ne pas reconnaître la diversité des paysans. Donc c'est un peu dans le contraire de ce que tu avais dit juste avant. Et là, il y avait dans cette analyse quelque chose de peut-être juste à un moment donné, mais de profondément faux dans le temps. Bon, voilà. C'est un des points sur lesquels je suis vraiment pas marxiste. Donc, moi, je vous propose de discuter maintenant cet exposé quand même très riche que vient de nous faire Stéphane Rosès, qui éclaire sans doute sur ce qui est en train de se passer en France et en Europe et dans le monde d'ailleurs, ces mouvements populaires. Donc, je vous laisse la parole. Françoise, la première à ma droite, ce qui n'est pas du tout une situation politique. Voilà. Françoise, et puis après, j'ai vu d'autres mains se... Oui, si je vous ai bien entendu, il existerait un génie européen, et vous avez dit par ailleurs qu'il y avait des imaginaires très différents et distincts qui étaient la base des comportements, etc. Donc comment on peut concilier ce qui peut apparaître un paradoxe dans la construction européenne, c'est de faire cohabiter ensemble ces différences, et il existerait ce génie, est-ce qu'il est vraiment en surplomb et en capacité de fédérer toutes ces différences? Merci. La question est... Le génie européen, c'est ce qu'il y a en commun entre les Européens et eux-mêmes. Les Européens sont assez proches quand on analyse les études d'opinion européennes. Ils ont un rapport très proche sur l'articulation entre le marché, la démocratie,
hein. Il pense en surplomb du réel. Si la France a rayonné, la Révolution française a rayonné à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si après les attentats du 7 janvier, il y a un nombre impressionnant de dirigeants du monde qui viennent, c'est que si c'est la Révolution française qui a fait cette Déclaration des droits de l'homme, c'est quelque chose qu'ils ressentent aussi pour eux, hein, ce rapport. Bon, bref, il y a un certain nombre de caractéristiques communes à chacun des peuples européens. Mais la façon dont ils se sont construits leur imaginaire dépend de la façon dont ils se sont assemblés. Les Allemands n'ont pas de doute sur qu'est-ce qu'être un Allemand. Par contre, ils ont une inquiétude réelle sur ce qui peut les déchirer entre eux, notamment la politique. Ça date de la guerre de 30 ans et de la guerre des paysans. La moitié des Allemands ont été tués, et chacun prétendait avoir la bonne lecture de la raison et de la vérité. D'où le grand scepticisme des Allemands qui voudraient que le réel procède, comme les Français, de la raison. Eux disent non, les Français disent ça parce qu'en fait, ils ont peur de l'expérience. Et le rapport de l'expérience des Allemands qui modèlent le management à l'allemande, ou leur modalité de fonctionnement, c'est que justement, qu'est-ce que l'on peut partager ensemble pour refaire une société humaine quand on s'est trucidé la moitié ? C'est partager l'expérience. Et ce partage d'expérience fait la philosophie allemande, le romantisme, la poésie allemande qui n'a rien à voir avec la poésie française, l'idée de penser ensemble les choses, Le design, hein, le design vient, vous le savez, de l'Allemagne. Donc, selon moi, les imaginaires sont différents parce que chaque peuple se sont constitués de façon directe des imaginaires. Bon, quand j'ai travaillé pour Jean-Cyril Spinetta, Air France, KLM, voilà, il m'a expliqué très vite ce qu'était le poltergeist à KLM. Hein. Le patron français arrive, il est entouré de son adjoint, il arrive avec son adjoint, il fait le topo, il se tourne vers l'adjoint en disant « Vous avez quelque chose à rajouter ?» Monsieur le Président, tout ça a été très complet, peut-être puis-je rajouter. Bon. Le patron hollandais arrive, c'est le numéro 2 qui parle, lui ne dit rien. Quelle est la démonstration qui veut être faite ? C'est que le projet ou la position des Hollandais est suffisamment forte pour que le numéro 2 la défende aussi bien que le numéro 1. Et le poltergeist, c'est le fait qu'avant de conquérir la mer, on met autour de la table les commerçants, les paysans, les artisans, les bourgeois, hein, et on va se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble du polder. Voilà. Ces questions-là sont tout à fait décisives, hein, sinon on ne comprend pas l'élection de Trump, y compris dans ses aspects les plus apparemment baroques, hein, et quelles sont les raisons fondamentales qui font que des gens vont vers Trump ou hier Berlusconi. Donc le génie européen, c'est... À la Renaissance, la Chine est au même état de développement économique, sauf si je travaille pour la Chine. Nos amis chinois, sauf le président Xi Jinping qui est intervenu à Davos, parce qu'au départ il pensait que Trump c'était n'importe quoi, mais qu'une fois qu'il serait président, la raison allait revenir, ils sont aperçus. Pas du tout, donc il fallait sortir mentalement de la muraille de Chine pour la première fois que les Chinois parlent du monde. Les Chinois agissent dans le monde, mais ils n'ont pas le sentiment qu'en surplomb, hein, c'est pour ça que toutes les erreurs qui viennent d'une méconnaissance culturelle de l'imaginaire chinois par rapport à l'imaginaire occidental, ça n'a rien à voir. Bon. Donc, l'Europe décolle et la Chine, même niveau de développement, semble rentrer dans une lente léthargie. Là, je crois que réellement, ce qu'il y a de passionnant dans l'Europe, la Méditerranée, enfin ce que disent très bien tous les historiens, moi je ne suis pas du tout un historien, mais ce qui est absolument passionnant, dans les évolutions même du passage du polythéisme au monothéisme, de la capacité du christianisme à sortir de la secte
juive qu'ils étaient pour passer d'une religion ethnicisée à une religion universaliste. Ensuite, la façon dont Paul puis Augustin vont travailler la matrice chrétienne, hein, de sorte que le génie européen, c'est ce que dit Pierre Legendre, c'est un compactage d'une religion universaliste qu'est le christianisme, détaché des usages sociaux. Hein, je ne sais pas si on aura le temps d'arriver sur la question de l'islam, sur la question du Coran, l'articulation, la vérité, la pensée et la pratique sociale. Hein, mais le christianisme est devenu, pour se hisser à la hauteur de la philosophie grecque et convaincre les Romains qu'il y avait un rapport à la citoyenneté qui permettait, hein, à l'empereur Constantin, avec le travail d'un génie qui s'appelait Saint Augustin, d'avoir un processus de croyance autonomisé de pratiques sociales correspondant à la conception même des Romains de la loi et de la citoyenneté romaine, puisque vous savez, on pouvait être à la fois citoyen romain et gaulois. Donc, tous ces processus où on regarde l'autre à côté, hein, ce que nous apporte la philosophie arabe sur le rapport, hein, la philosophie arabe, la pensée grecque, tout ça à peu près au même endroit, au même moment. Ça veut dire des gens qui à un moment se disent on va aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté des mers. Selon moi, on va de l'autre côté des mers si l'état mental intérieur permet de se dire qu'on a quelque chose à aller voir de l'autre côté des mers pour s'assurer qu'il y a bien quelque chose à évangéliser. C'est l'état mental intérieur. Les individus et les peuples voient le monde extérieur à partir de leur monde intérieur. Alors certains historiens diront, mais non, c'est les instruments de navigation, comme en fait. Ce n'est pas du tout. Il fallait que la cocotte minute de Mare Nostrum ait suffisamment produit de désir de se projeter dans l'espace pour que des apparemment givrés prennent des petites chaloupes pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté des mers. Donc ce sont des processus de croyance, hein, qui fait que, pour ça, je vous conseille d'aller voir le dernier film de Martin Scorsese où le shintoïste bouddhiste qui est en train de passer, qui demande aux jésuites de choisir entre leur vie et l'apostat, dit « Oui, je comprends, vous voulez apporter au Japon votre message, que vous croyez être un message bon pour le monde entier, mais voyez, ici, c'est le Japon. Nous, le soleil qui est là-bas, et nous, c'est la même chose. Voyez. Donc, on va vous aider. Hein. Soit vous êtes apostat, soit on vous tue, parce que de toute façon, il n'y a pas de sens à ce que vous faites. Vous croyez pouvoir vous enraciner, mais chez nous, il y a des marécages. Et donc, si on ne comprend pas la pensée occidentale dans sa différence d'avec la pensée orientale, on ne comprend pas les dysfonctionnements du monde aujourd'hui. On ne comprend pas la prétention occidentale, la plupart du temps par méconnaissance totale, hein, parce que justement on pense que l'économie fait la société, que si on donne à manger aux gens tout va bien, la méconnaissance totale de ce qu'est le monde, hein, la façon dont les choses s'articulent. Alors ça, c'est le génie européen, c'est en petit le monde, la diversité des peuples. Et puis, il y a des choses en commun. Donc, en un mot, pour moi, l'Europe, c'est comme les entreprises. Il ne faut pas fusionner. Sauf CSA qui a réussi sa fusion, mais enfin, la moitié des fusions ne fonctionnent pas. Et en général, ça fonctionne quand l'un domine l'autre. Or, ça n'a pas de sens. Les modèles énergétiques, moi je travaille pour EDF depuis 30 ans, les modèles énergétiques en Europe ne sont pas liés seulement au type de ressources naturelles des pays, mais à l'imaginaire mental qui fait qu'on va organiser l'énergie de telle ou telle façon. Et donc l'illusion qu'on va faire une Europe de l'énergie vient d'une méconnaissance totale de gens qui sont à Bruxelles et qui pensent qu'on peut jouer avec les peuples comme avec des mécanos. Donc du coup, voilà, la modalité verticale de l'organisation du marché de l'énergie dont EDF, avec une mixité, un mix énergétique très particulier,
est absolument mis à bas par la prétention de Bruxelles de pouvoir... Bon, et l'Europe a perdu sa place de leader dans l'énergie. L'Europe a perdu sa place de leader dans la téléphonie. Et quand les Américains interrogent les commissaires européens sur pourquoi, ils sont incapables de dire quoi que ce soit. Comme Jacques Delors, qui est interrogé sur pourquoi l'Europe est en crise aujourd'hui, est incapable de dire quoi que ce soit. Donc, il faut tenir ensemble les questions culturelles, économiques et politiques. Et donc, il faut retourner aux fondamentaux de ce que sont les peuples et du lien intime entre leurs modèles. Donc moi, je pense qu'il faut... Je ne suis pas d'accord avec l'idée de cercle concentrique. D'ailleurs, je pense que la France le dit parce qu'ils savent qu'en fait Merkel est passée à autre chose après le Brexit. Donc, moi, je pense qu'il faut des associations sur des projets communs. Alors que ce qui se passe en Europe, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, dès qu'il y a une velléité que l'Europe ait des frontières, se défende, c'est absolument arrêté. J'avais dit il y a 15 ans aux socialistes européens que si eux n'étaient pas capables de définir des frontières à l'Europe, ce serait le nationalisme qui l'emporterait. Bon. Donc, les gens, je peux vous citer les gens que j'avais en face de moi. Donc, mais pour ça, la question de la frontière, c'est la question nous sommes mortels. C'est la question du rapport au territoire, n'est-ce pas? C'est la question des inquiétudes humaines. Mais il faut soi-même, dans sa condition économique et sociale, savoir ce que ça veut dire si on ne va pas terminer ses fins de mois. Ou si on est inquiet pour l'avenir de ses enfants. Si on n'a pas soi-même l'expérience humaine de ce que sont les gens normaux, c'est-à-dire des gens qui sont inquiets, on ne comprend pas ce qu'est la dimension archaïque qui est nécessaire dans un territoire. On ne comprend pas Poutine. Merkel dit à Obama, Poutine est irrationnel. Elle veut dire on lui fait des sanctions économiques, on ne comprend pas pourquoi il ne cède pas sur l'Ukraine. Mais même les anti-poutiniens sont du côté de Poutine en Ukraine, parce que le terme Russie, ça veut dire là où il y a des Russes. Donc l'empire russe s'est fait avant la nation russe. Et si on ne comprend pas le rapport des Russes à l'espace et au territoire, on ne comprend rien à l'attitude de Poutine et des Russes. Donc le respect des autres. Le fait que les autres sont différents, et c'est très bien. La différence est une richesse. La biodiversité, très bien. Mais la différence des peuples, des cultures, c'est absolument nécessaire. Et cette idéologie qui prétend, et là c'est très français, cette idéologie qui prétend ne pas prendre en compte par confusion entre l'égalité et la similarité en compte le fait que les peuples sont différents. Il y a un très beau livre qui vient de sortir d'un anthropologue africain. Là, tu lui dis, les instances internationales, on a compris qu'il fallait en passer par un certain nombre de choses pour avoir leur truc. Donc, c'est pas la peine de résister contre eux, sinon on ne va rien avoir, mais il faut faire un travail qui soit un travail de remontée à partir de ce que nous sommes. Parce que, évidemment, l'Afrique, c'est un grand continent, et à l'intérieur même de ce grand continent, il y a aussi des pluralités. Donc, pour 28 €, vous aurez mes propositions précises. Quel est le sujet? C'est de faire comme avec la COP 21. On ne se sort jamais dans les périodes de crise par les procédures et les prix de marché. On s'en sort en se disant qu'est-ce qu'on veut faire, le souhaitable. Et ensuite, on adapte les procédures au souhaitable. Luc von Mittelaar, qui est un philosophe hollandais, conseiller de Van Rompuy, le dit bien. Il dit l'Europe, ce sont des procédures juridiques et des politiques économiques. Mais quand il y a une crise, on met autour de la table les dirigeants, et là, ils se regardent dans les yeux. Les neurosciences disent que quand on est à une même table, il y a des choses qui se passent, qui sont dans le subconscient des individus. Donc chacun sait, je l'ai dit une fois Hollande, inquiet des relations entre Merkel et Poutine, je lui ai dit, tu sais, à mon avis, Merkel devine ce que sont les Russes, pas seulement parce qu'elle a été occupée, et Poutine devine ce que sont les Allemands. Bon.
il y a cette singularité. Quand je pense que nos dirigeants ne sont même pas allés à Moscou pour commémorer la Seconde Guerre mondiale, alors que les nazis, s'il n'y avait pas eu le peuple russe avec des millions de morts, on ne serait pas là. Mais pour ça, il faut connaître l'histoire. Hein. Pour ça, il faut connaître l'histoire, il faut savoir ce qu'est la résistance. Il ne faut pas être seulement un économiste ou un sous-sociologue. Donc, je pense qu'il faut, c'est ce que je propose dans mon papier commentaire à 26 €, je pense qu'il faut reprendre la méthode de la COP 21 en renvoyant ce que j'appelle réparer les imaginaires nationaux. Je crois qu'il y a un film ou un bouquin qui s'appelle Réparer les humains, je crois. Il faut réparer les imaginaires nationaux en remettant chaque imaginaire national en situation d'arbitrer entre le bon, le juste et l'efficace, qui se réapproprie ceux qui le font de lui, et ensuite, dans un deuxième temps, on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Alors, d'autres questions peut-être. Jean-Loup, est-ce qu'il y en aura d'autres après que je vois bien si les gens lèvent les mains? Non, pour le moment, non. Alain, d'accord, je n'avais pas vu. Non, mais d'abord Jean-Loup, peut-être. L'objectif de la dénoncer très clairement, et surtout, vous avez marqué les difficultés. Vous avez cité le réel et l'imaginaire. Disons les réels et les imaginaires, puisqu'ils sont différents chez les individus et dans les nations. Mais comment unifier donc cette hétérogénéité? Les unifications, donc on voit bien qu'il y a deux termes. Quand il y a deux termes, il en manque forcément un. Et celui qui manque, c'est le symbolique. L'Europe voulait jouer ce rôle, le nom de l'Europe voulait jouer ce rôle, elle ne le fait pas. Dans la campagne électorale française, on assiste à la chasse au symbolique, au sens du tir au pigeon. C'est-à-dire que les individus qui avaient vocation à pouvoir espérer jouer ce rôle ont été tous disqualifiés. Sauf peut-être Marine Le Pen. Marine Le Pen représente un symbolique, et un symbolique extrêmement fort, qui fédère autour d'elle non seulement, on dit le tiers des Français, mais en Europe et dans le monde. Ça fédère un nombre extrêmement fort. C'est un exemple de ça. Il reste à en trouver un autre. Merci. Donc, tu donnes... Non, mais je pense que... Est-ce que ça va dans le même sens, Alain? Non. Non, mais la symbolique, vous le savez, hein, vient de ce qui permet de rassembler. Je parle sous votre contrôle. Je crois me souvenir qu'étymologiquement, ça veut dire une pièce scindée, les Romains ou les Grecs, et voilà, on se reconnaît par deux. Alors, la symbolique, c'est ça, c'est d'un certain point de vue. Napoléon Bonaparte qui tient ensemble le sac de patates. Mais pour fonctionner, la symbolique doit être, selon moi, non pas du tout une affaire de communication ou de storytelling, ou je ne sais pas quoi, c'est une blague, mais doit, je dirais, provenir de quelque chose en amont de la question de la symbolique, qui est justement la question de la modalité de fonctionnement, qui chez nous change très vite. Hein, c'est toujours les mêmes procédures de projection, y compris dans une symbolique, mais les modalités en sont différentes. Je vais prendre je ne suis pas très clair, François Hollande, lorsqu'il... mes avant-derniers entretiens, 10 jours avant son renoncement, dont je ne voyais pas qu'il allait le faire dans l'échange, je lui parle du lien distendu avec les Français. Il me dit, il n'y a pas de lien distendu avec les Français, il n'a jamais existé. Je lui dis, mais c'est pas toi qui en décide. Le lien avec les Français sera rompu. Si j'avais su qu'il se retirait, là, le fait qu'il se retire, c'est pour ça que le pays va dans tous les sens. Hein.
Je pensais pas. Je pensais qu'il allait se représenter. Je pensais qu'il allait faire la folie d'aller à une primaire, mais je pensais qu'il allait se représenter. Finalement, il ne l'a pas fait. Bon. Mais je lui dis, mais c'est pas toi qui décides de ça. À partir du moment où les Français sont allés 2 dimanches de suite dans une messe républicaine pour, en procession, élire un président de la République, le sujet, c'est pas toi et eux, le sujet, c'est eux et eux, dont toi, dans ta dimension d'incarnation spirituelle, est effectivement le lien. Bon. Ce qui m'inquiète dans la période actuelle, c'est qu'au fond, François Hollande, et je ne sais pas pour Emmanuel Macron, François Hollande, dans sa constance à mettre en œuvre la présidence normale, jusqu'à produire un livre en cours de mandat sur ses propres, c'est la constance qui a été la sienne, alors qu'il est intelligent, quand s'il était là, il parlerait, bon. Donc il voit bien intellectuellement de quoi on parle dans la symbolique, absolument il le voit, mais il se refuse à, en cohérence avec son idée que l'économie fait la société. C'est-à-dire que pour qu'il y ait symbolique, il faut qu'il y ait frontières, il faut qu'il y ait souveraineté, il faut qu'il y ait responsabilité, là on parle à l'âge moderne, hein, bon. Et il faut qu'il y ait un minimum de cohérence entre ce que sont les Français et les autres. Alors, Marine Le Pen a un problème, c'est que elle ne voit pas à quel point la France n'est pas l'Angleterre. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas à quel point l'imaginaire français, c'est l'inverse de l'imaginaire anglais. S'il y a 2 peuples radicalement différents, c'est vraiment l'Angleterre et la France. Donc, la France, telle qu'elle présente le sujet de l'euro et du rapport à l'Europe, elle semble s'adresser aux Français comme si nous étions l'Angleterre. Non, nous ne sommes pas l'Angleterre. Et donc, là, elle a une difficulté. Elle porte quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'elle dit dans les études, hein ? Marine Le Pen a dit qu'elle porterait plainte contre moi parce que j'avais travaillé pour une collectivité territoriale il y a 3 ans et une partie de mon rapport avait fuité, donc elle avait dit détournement de biens sociaux, ce qui n'était pas le cas, mais j'ai pu travailler dans l'Oise. Que disent les nouveaux électeurs du Front National ? Ils disent 2 choses. 1, nous devons décider en tout de notre destin. Et 2, seule Marine Le Pen est républicaine. Alors pourquoi ? C'est les patates dans le sac de patates. Alors vous me direz, quand on analyse les votes Sarkozy, qui était un département bonapartiste dès le 19e, et le vote Marine Le Pen, hein, je ne sais pas ceux qui connaissent l'Oise, bon. Alors ils disent, qu'est-ce qu'ils disent eux ? Ils disent seule Marine Le Pen est républicaine. Pourquoi ? Parce que tous les autres font les politiques des minorités. Les minorités agissantes, les minorités qui ont du pouvoir, les minorités visibles, invisibles et tout. Et nous, on n'est pas grand, nous, on n'est rien. N'est-ce pas ? La moitié des habitants de l'Oise habitent l'Oise depuis moins de 10 ans. Ils ont voulu quitter les banlieues parisiennes en croyant arriver dans une sorte d'Éden de la France rurale ou urbaine, et là ils deviennent eux-mêmes des immigrés parce qu'ils s'aperçoivent de la pauvreté des relations de voisinage. Et donc quand nos psychosociologues vont les voir, ils mettent la télé, les télés d'actualité permanente sans le son. Hein. Il n'y a plus l'empereur, mais par contre, il y a des télés genre BFM et tout ça qui tournent et le son est coupé. Ça veut dire qu'eux sont isolés, mais ils sont en relation, ils sont comme les patates dans un sac de patates. Et ils disent, seule Marine Le Pen, en parlant de la France, parle à nous, les individus. Les autres, ils font les politiques de ceux qui à Paris intriguent et tout, mais moi je suis seul, j'ai rien, moi je suis privé de... Je dois me lever à 6h du matin pour aller bosser à Paris avec un diesel dont les socialistes et les écologistes prétendent qu'ils vont augmenter le prix. Je me suis fait avoir, je croyais accéder à un logement... bon, alors, ce qui m'inquiète, c'est parmi les amis ou les remontées des provinces, c'est la force du vote Marine Le Pen, et que je comprends tout à fait, Donc, et l'incapacité des gens à comprendre
les politologues et les politiques à comprendre les raisons profondes, justement, parce que bon, il n'y a pas cette profondeur. Hein. Bon, alors, sauf que son problème à elle, c'est que justement, la France n'est pas l'Angleterre. La France ne peut pas se renfermer sur elle-même. C'est impossible. Impossible. C'est si la France se renferme à elle, la cocotte minute saute. On a sans cesse besoin. Bon, et alors, à l'inverse, c'est la grande force de Macron. À l'inverse, c'est la grande force de Macron. Ouais. Alain. Je voudrais revenir sur le problème de l'économique, de la primauté de l'économique. Alors ça peut paraître un peu abstrait, mais quand on connaît l'histoire, je pense avoir cette prétention, on se rend compte avec la crise de 29, bon, il y a eu quand même une primauté de l'économie qui a littéralement écrabouillé la société. Et donc, bien sûr, il y a aussi les aspects politiques, enfin, ce que les marxistes appellent la superstructure, mais il ne faut pas avoir une explication purement mécaniste. Mais quand même, la crise de 29, enfin, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais droit à 1000 pages d'un cours à Sciences Po de Louis Chevalier, 1000 pages sur la crise de 29. Et ça, à mon avis, ça a été terrible pour l'Europe, enfin, on revient à l'Europe, et là, vraiment, je crois là, à la primauté de l'économique. Alors, je ne sais pas si j'ai pu avancer une idée, mais non, c'est peut-être classique, hein, ce que j'ai dit. Dans la crise. Dans la crise. Mais pas dans la résolution. Parce que c'est ça qui... Enfin, moi, excuse-moi d'anticiper sur ta réponse, mais dans la résolution de la crise, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ce sont les politiques qui ont joué un rôle, en bien ou en mal. C'est-à-dire que les politiques reprennent, au fond, une fois les erreurs faites, après la Grande Dépression, les libéraux et tout, les politiques reprennent la main, au fond. Et ce qui me frappe beaucoup, je pense que notre différence va perdurer, mais une façon de la dépasser, c'est de constater qu'après la crise de 29, il y a des penseurs anglais, Keynes, Beveridge, des gens comme ça, remarquables, qui tiennent ensemble les questions économiques, culturelles, et qui disent « faut faire ça ». Il y a des gens comme Aristide Briand et Wilson Joly qui disent « avec le traité de Versailles, les Français vont on prépare une nouvelle guerre ». Pas seulement pour des raisons économiques, l'Allemagne paiera, mais parce que il y a là des gens qui sont des gens cultivés. Il y a là des gens cultivés. Il y a des gens d'un très haut niveau intellectuel. Bon, on n'a plus ça. Hein. Après la crise des subprimes, peut-être Obama a peut-être fait un discours ou deux intéressant, mais la période est exceptionnelle et nos dirigeants ne le sont pas. Ce sont devenus des techniciens qui sont trop contents d'être dans des rouages techniques et économiques, hein, de dire aux différents pays, il faut faire ça et tout. Bon, c'est ça qui me frappe. Et c'est des gens de grande qualité intellectuelle et de dévouement. On prend Pascal Lamy, c'est quelqu'un d'une certaine rigueur, d'une qualité intellectuelle, mais voilà, dans la discussion, il disait, le vieux fond marxiste en moi pense que l'infrastructure économique fait la superstructure politique. Je dis, mais vos idées prévalent maintenant, il se passe au contraire. Alors, dans la revue Commentaire, j'essaye de dire, pour la première fois dans l'humanité, la différence avec 29, pour la première fois dans l'humanité, la globalisation économique, c'est-à-dire les modalités des relations entre les peuples juridiques et économiques, se déconnectent des communautés humaines qui les précédaient. Et parce que j'aime bien rendre hommage à ceux qui m'ont permis d'avancer dans ma réflexion par rapport à mes propres grilles de lecture, celui qui m'a permis d'articuler mon travail sur l'imaginaire et ce qui se passe au plan international ou des échanges avec Pascal Lamy, c'est le professeur au Collège de France, Alain Suppiot.
il faut lire, écouter Alain Supiot, perd son temps avec des gens qui n'ont aucun Je pense intérêt. à gouverner par les chiffres. Gouvernance par les nombres, Par oui. les nombres. Et vous prenez une vidéo de lui qui s'appelle « Le travail réellement humain ». Alors Supiot qui lui-même aussi rend hommage aux gens qui l'ont précédé, qui l'ont permis, rend hommage à celui dont j'ai parlé tout à l'heure et que je découvre, c'est Supiot parce que j'ai fait une émission avec Supiot sur France Culture il y a 3 semaines, justement sur les affaires du monde, et il rend hommage à un autre que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Pierre Legendre, juriste, anthropologue, psychanalyste de Paris 1, et je découvre sa pensée, et je me balade toujours avec son petit bouquin. Je dois à peu près avancer, une page par heure. Conférence au Japon, ce que l'Occident ne voit pas de l'Occident. Et là, on comprend qu'on est face à un vrai penseur qui tient ensemble. Voilà. Alors, Supiot, lui, comme historien du droit au départ, mais à Nantes, il a travaillé avec des Africains, des Asiatiques. Il sait de quoi, il parle dans les échanges avec ses confrères. Bon, explique quelque chose qui m'avait complètement échappé, qui explique qu'il se passe au contraire, encore une fois, de ce qu'attendait Montesquieu. Dans l'émission sur France Culture, que vous pouvez retrouver en podcast dans mon débat avec lui, j'avais oublié que Condorcet, c'est lui qui le rappelle, parce que Étienne Klein parle de mon papier dans Commentaire à 26 €, là. Et c'est Supiot qui dit, oui, mais alors, effectivement, Montesquieu dit ça, mais il dit aussi l'hubris du commerce ne doit pas prévaloir au sein des sociétés, c'est pas seulement les rapports entre les nations entre eux, la cupidité, ce qu'il appelle la cupidité. Et il rappelle, chose que je ne savais pas, que Condorcet attaque Montesquieu en disant qu'est-ce que c'est que ce gars qui s'intéresse aux différences culturelles entre les peuples. L'économie et le négoce va absolument tout régler. Voilà. Vous êtes Condorcet, je suis Montesquieu. En toute, je crois qu'il n'a pas dit que ça, parce qu'il mettait le politique et l'éducation devant l'économie. Bon, moi je connais pas assez tout ça. Bon, mais j'ai une grande. Bon, bref. Bon. Non, mais chacun a lu. Vous comprenez bien que c'est un peu vain de s'intéresser à Valls, Samon, Mélenchon, Macron. Ça, honnêtement, entre nous, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux passer des heures à parler de ce dont on parle, dont eux seront ensuite les acteurs, parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes ce dont ils sont les acteurs. Les hommes politiques méconnaissent autant les raisons de leur échec, Jospin 2002 c'est un poème, que les raisons de leur victoire. J'étais étonné de devoir rappeler à François Hollande, alors qu'on se voyait tous les lundis à 11h, qu'il se racontait rétrospectivement les choses différemment que ce sur quoi on avait travaillé. Donc, il vaut mieux passer du temps sur Montesquieu et Condorcet que sur Macron et Hamon, Mélenchon. Tu veux poser une question? Enfin, si je peux dire quand même une petite chose, j'en ai pas pour longtemps. Une question que je me pose quand même à l'écoute de tout ce qui a été dit ce soir. Est-ce que tout ce qui a été dit ce soir n'est pas quand même sous-tendu par le fait de l'élection présidentielle? C'est-à-dire que nous sommes dans un système politique où l'essentiel du débat politique se développe au moment d'une élection présidentielle autour de l'élection d'une personne qui doit représenter les Français, donc peut-être leur imaginaire, peut-être des bouts de leurs imaginaires. Est-ce que si on n'avait pas d'élection présidentielle au suffrage universel, si on avait une démocratie républicaine parlementaire, où il y aurait peut-être un président, ou un Premier ministre ayant plus de pouvoir, que sais-je. Mais en tout cas, est-ce qu'on n'est pas sous-tendu par cette élection présidentielle qui finalement peut-être nous révèle, mais peut-être aussi nous cache
Alors ça, c'est la question que je voulais soulever, mais peut-être, Michel, peux-tu dire quand même, parce que comme ça, on va terminer là-dessus. Hein. J'en ai pour 10 secondes, parce que tu as en partie répondu à la question tout à l'heure, mais pour moi, la question fondamentale, c'est que quand même, on va confier les clés du camion, pour parler un peu comme Trump, familièrement, oui, à des gens comme Trump, à quelqu'un qui soit Macron, et puis ça aurait pu être un mot ou d'autres, voilà. Bon, et toi qui en plus es enseignant dans deux des meilleures institutions françaises, pour moi le sujet c'est comment on va pouvoir faire émerger des gens qui soient à la hauteur, qui aient bien intégré tout ça, même si ce ne sont que les acteurs de ce que veut le peuple, en termes de formation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi je dois dire qu'actuellement je suis effaré, d'ailleurs j'avais dit et j'avais choqué quelques amis du Parti Socialiste, je leur avais dit déjà il y a 2 ans, le Parti Socialiste n'est plus en capacité de diriger la France, vu le niveau de ses dirigeants. Je pense qu'à droite, il y a quelques personnes un peu plus intellectuelles qui émergent, qui sont peut-être d'un niveau, mais qui à mon avis sont encore très loin de la norme que tu as fixée. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que quand même, un jour ou l'autre, ce sont un peu les dirigeants qui font les malheurs des peuples. Et si on prend la Russie, quand on voit le potentiel de la Russie et ce que les oligarchies russes en ont fait dans l'histoire, c'est quand même dramatique. Et les premiers qui en ont souffert, c'est le peuple russe. Bon, alors, beaucoup de questionnements. Tu es décidément Condorcet avec... c'est-à-dire, c'est quoi un rite? Quand je dis quand je dis dans mon entretien avec le directeur de la revue des Jésuites Études, la présidentielle comme rite. C'est quoi un rite? C'est quelque chose qui à la fois, c'est comme un modèle, hein, c'est quelque chose qui à la fois structure et est l'émanation de quelque chose. Bon. Si les Français se sont précipités aux urnes en 2007 et 2012, c'est que les questions posées étaient existentielles. Comme l'Europe n'était plus la France en grand après le non-traité constitutionnel, le pays est allé chercher 2 personnalités assez bizarres, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, pour les remettre au sein de la nation, de sorte que le spirituel prévale sur le temporel. Dans le bouquin de Yasmina Reza, Sarkozy me traite d'enculé, de sondeur, qui l'emmerdait avec le spirituel et le temporel, qui ne veut pas lui donner les chiffres. Mais j'ai dû expliquer à Dominique Strauss-Kahn en 2006 pourquoi dans les sondages de CSA, dans Le Parisien, les Français disaient que c'était lui le plus compétent. Il voulait Ségolène Royal à l'Élysée. Donc là, je me suis rappelé Marx, Kantorowicz, les 2 corps du roi, hein, que j'avais appris quand j'étais jeune. Bon. Et la question, très juste, monsieur, que vous indiquez, sur la question de la symbolique. Bon. Si nous étions en 68, qu'est-ce qui se passe en 68? En 68, Danny Cohn-Bendit est un ami, on a passé la journée ensemble il y a 4-5 jours, et je l'avais invité à un colloque au parc de Versailles, le 22 mars, mouvement du 22 mars. Il a été très bon d'ailleurs, sur les mutations au travail et l'impact du numérique sur le travail et tout ça. À l'époque de Cohn-Bendit, les Français et les autres pays du monde se projetaient tellement bien dans un avenir meilleur et dans un espace, hormis le mur de Berlin, de Woodstock, à où vous voulez, qu'on pouvait mettre à bas la verticalité du général de Gaulle, du pater familias, du mandarin universitaire. Donc ma grille, vous comprenez que ma grille d'analyse sur l'articulation entre la verticalité politique, l'horizontalité économique, que Macron, il voit bien la verticalité, l'horizontalité, mais il ne lit pas les deux. Hein, alors que Marine Le Pen, elle est plus serrée dans la liaison. Donc ce que je veux dire par là, c'est que non, c'est les Français qui veulent le rite, parce que l'élection présidentielle du président suffrage universel, c'est la seule chose qui relie les Français entre eux. Et donc, quand le pays ne peut pas se projeter dans l'espace ou le temps, le commun reprend la main sur la dispute. J'explique, mais j'ai fait d'autres papiers dans le débat. Hein. Quand je dis le clivage gauche-droite ne fait pas la France, c'est la France qui fait le clivage gauche-droite, je devrais dire la France, pour tenir ensemble, a besoin d'une dispute commune depuis des siècles,
depuis des siècles. Ce que disait Madame de Staël sur la différence entre son salon à Paris et les salons en Allemagne. Hein, l'art de la conversation. Bon. Donc depuis des siècles, la dispute commune dont le clivage gauche-droite est le moteur découle de la nécessité de la France de tenir ensemble. Donc c'est une modalité, en un mot, c'est le pays qui fait les institutions, c'est pas les institutions qui font le pays. Et selon les moments et les périodes historiques, le pays a besoin d'aller sur le commun parce qu'il ne se projette pas dans l'espace et le temps. Écoutez le discours de Mélenchon et de Marine Le Pen. Hein, vous avez entendu, Mélenchon dit qu'il faut rendre la France aux Français. Alors moi, j'ai fait de la politique dans les années 70. Hein. J'ai la mémoire des termes utilisés. Donc, il faut bien rendre compte qu'alors que les inégalités économiques et sociales s'accroissent, le pays se recentre idéologiquement. Hein, comment l'expliquer? Moi, je suis un professionnel des études et de la société. Il faut bien que j'ai une explication. Ben, justement, dans la dispute commune, le commun est là pour encastrer la dispute. Il n'y a pas d'un côté le commun et de l'autre la dispute. C'est une dialectique. Donc soit elle fonctionne, soit comme aujourd'hui, elle ne fonctionne pas, et c'est la dépression. Et quand Macron dit non, le problème, c'est pas vous, il pointe le politique, je reconnais que tu es macronien, mais moi je ne suis pas d'accord avec Macron, parce que moi je lui dis, non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tout va bien, relax. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je dis à Macron, non, c'est pas le système politique qui bloque les Français et qui est à la source de la dépression française. C'est l'incapacité de la France de se projeter qui fait le dysfonctionnement du personnel politique, et que toi, tu as été populaire, parce que contrairement à ce que se racontent les gens de gauche, ça fait bien belle lurette que le sujet n'est plus, si on est de gauche, on est du côté des salariés, et si on est de droite, on est du côté des patrons. Et toi, tu incarnais dès Bercy le fait de tenir ensemble la compétitivité de l'économie française, et un peu, comme tu étais dans un gouvernement de gauche, la question du modèle social. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, selon les périodes, là, nous sommes dans une période d'inquiétude. On a besoin d'un papa. Le pays du surmoi a besoin d'un papa qui tient ensemble. Or, il n'y a pas beaucoup de candidats pour être un papa. Pour partie, Emmanuel Macron et pour partie Marine Le Pen. Dans ce qui transparaît d'eux, entre l'animus et l'anima. Je ne vais pas rentrer dans un cours de psychanalyse sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Hein. Mais effectivement, la difficulté que l'on a, et c'est pour ça que je dis mon inquiétude sur cette élection, c'est qu'on a besoin d'aller chercher un papa bienveillant ou une maman avec une certaine autorité. Mais je pense que... Et toi, Michel, ton sujet, c'était... Excuse-moi, j'ai... Non, mais éventuellement, c'était sur les élites politiques et le fait de leur... Mon ancienne compagne, qui est une grande metteur en scène de théâtre, d'une culture immense, trouvait pas forcément utile de dîner avec le président et sa compagne. Je pense que nous avons un grave problème, c'est-à-dire que De Gaulle disait « l'art de la décision réside dans la culture générale ». Et j'ai vu les évolutions, à la fois Descoings a sauvé Sciences Po, mais en la transformant en business school, et tout ce qui était les fondamentaux à partir d'une pensée que finalement pour que Sciences Po se hisse à la hauteur des autres grandes écoles au plan international, et tout, New York, Boston, New Delhi, Paris, au fond tout ça, ce serait à peu près la même chose. Et c'est là où on voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur. C'est là où les questions intimes de l'identité des individus modèlent le type de représentation. Hein. Je suis devenu ami avec François Ewald, qui était le légataire testamentaire de Michel Foucault.
Voilà, François Eval, qui a été un ami de Michel Foucault, dit très bien les choses sur la question de l'identité de Michel Foucault et du coup la mobilisation de sa très grande intelligence au service d'une relativisation de la question des singularités culturelles des peuples. Nous sommes dans une période régressive. J'ai peur qu'il soit trop tard, mais pour éviter les passions tristes, il faut repartir de ce que sont les peuples dans leur imaginaire, de sorte de repartir là-dessus, parce que sinon ma peur, c'est que ce soit les nationalistes, les populistes et les radicaux religieux qui me donnent raison, ainsi que Montesquieu, contre Condorcet. Bon. On est obligé d'arrêter. Merci beaucoup Stéphane. D'accord avec vous sur la question.